médicament, maintenant c'est toute une ordonnance. Donc je pense que s'il faut agir, déjà il faut sommer ces pharmaciens et leur demander de se confiner, d'accord, et de se contenter de, disons, de fournir ce qu'il y a écrit sur une ordonnance. Sachant qu'ailleurs, pour un complément alimentaire, il vous faut une ordonnance. Donc ça pourrait se faire plutôt sous d'autres cieux. Deuxième question, c'est, ça veut dire quoi une date de péremption? Faut-il s'y fier, sachant que derrière ça, il y a des enjeux financiers immensissimes, s'agissant des laboratoires et des grandes firmes pharmaceutiques. Merci. Alors, je vous remercie pour votre intervention. Bien sûr, pour le pharmacien, donc ce qu'on fait, par exemple, quand on vous sensibilise, on fait la même chose pour le pharmacien. On lui montre que quand il va dispenser un médicament sous sa responsabilité, sans avoir, bien sûr, quand je parle des médicaments, prescription obligatoire, pas les médicaments conseils. D'accord? Parce qu'il y a les deux. Et donc là, on leur montre les dangers de l'automédication et on leur demande d'éviter de donner des médicaments sans avoir recours au médecin. C'est-à-dire que quand il y a le patient qui se présente, il faut l'orienter vers le médecin quand il s'agit de cas compliqués. Bien sûr, ça aussi, c'est une sensibilisation qu'on fait chaque fois qu'on est en face des pharmaciens d'officine. Alors, bien sûr, le pharmacien, il est là, quand il a cette ordonnance, bien sûr, ça fait partie de ses missions, c'est d'analyser l'ordonnance, et quand il trouve des aberrations, il essaie de contacter, bien sûr, le médecin, le pédiatre, pour discuter avec lui s'il trouve une aberration, ou bien s'il n'a pas le poids, s'il n'a pas l'indication, peut-être qu'il a besoin d'autres informations pour être sûr, là aussi, de délivrer, lui aussi, de façon claire. On a beaucoup de pharmaciens qui, de l'autre côté, quand on est avec eux, ils nous disent, des fois, les prescripteurs ne sont pas coopérants, et quand on veut discuter avec eux, ils nous disent, non, vous êtes là pour exécuter l'ordonnance, alors que c'est pas possible. C'est une communication. Le pharmacien, lui aussi, il a ses connaissances, et donc il faut discuter, il faut parler. Mais je suis d'accord avec vous, un pharmacien ne peut pas prescrire des médicaments qui ne sont pas de son... Il a les médicaments conseils, il peut conseiller, mais ça s'arrête. Le problème qu'on a au Maroc aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas les moyens. Et donc les parents n'ont pas les moyens d'aller chez le médecin et après d'aller chez le pharmacien. Donc des fois, ils vont vers le pharmacien parce qu'ils ne peuvent pas payer. Donc même le problème qu'on a économique qui fait que des fois, ils insistent et ils leur disent « je ne vais pas aller chez le médecin, je ne peux pas, il est très loin, donc donnez-moi quelque chose juste déjà pour... » Donc c'est un petit peu compliqué, mais il faut éviter de donner ça. On insiste beaucoup que le pharmacien soit dans son officine et qu'il est là pour expliquer le traitement, pour donner des conseils, et on leur demande de sensibiliser les parents par rapport à l'automédication qu'il faut éviter. Vraiment, on insiste par rapport à ça. Alors pour l'industrie pharmaceutique et la date de péremption, je sais qu'il y a des enjeux économiques, mais quand vous donnez ça arrive quand vous donnez un échantillon ou bien vous donnez un médicament et la date de péremption est dépassée, le patient, tout de suite, il voit, il vous dit non, il m'a donné. Ça, on a eu des cas où on nous appelle, on nous dit non, le médecin m'a donné. On lui dit on ne peut pas lui dire, nous, du point de vue réglementaire, on ne peut pas lui dire il y a une petite marge. Tant que l'industrie pharmaceutique et la MISA, nous, on peut pas le dire comme ça, du point de vue réglementaire, c'est eux qui décident. Ça, c'est des enjeux internationaux où il faut agir au niveau international pour leur dire il faut donner plus de marge, il faut donner la vraie date de péremption pour qu'il n'y ait pas de gaspillage, parce que les médicaments sont très chers. Je suis d'accord avec vous. Oui. Je reviens sur la déclaration des effets indésirables. Il y a l'outil informatique. Pourquoi téléphoner? Parce que le médecin n'a pas le temps de déclarer les effets indésirables à chaque fois avec téléphone, allô, avec
il y a l'outil informatique. Pourquoi ne pas créer un site spécial médecin comme maintenant l'Infovac Maroc. L'Infovac Maroc, tous les problèmes des vaccins, on les adresse par mail, on nous répond. Et pourquoi ne pas utiliser cet outil informatique pour la diffusion de vos informations et pour qu'on puisse déclarer facilement des effets indésirables? Merci. Alors, nous, nous, on fait partie du ministère de la Santé. Donc, le ministère, il a mis en place une application pour les événements indésirables liés aux soins. C'est-à-dire pas uniquement le médicament, mais tous les soins. Les événements indésirables liés aux infections nosocomiales, les problèmes chirurgicaux, tout. Alors, ils ont mis cette application, mais ils ne l'ont pas encore généralisée. Donc, nous, vu que ça prend un peu de temps, on a essayé avec la société, on a la Société marocaine de pharmacovigilance, elle va essayer de mettre une application sur téléphone pour aider les professionnels de santé, parce qu'il y a eu ce retard et on ne sait pas quand est-ce que ça va aboutir. Donc, on veut faire une application sur téléphone pour avoir les déclarations plus rapides des professionnels de santé. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez des cas graves, il ne faut pas attendre, c'est pas l'application qui va régler les choses. Quand il y a quelque chose de grave, il faut nous appeler. Bien sûr, quand c'est des choses banales, des choses qui sont connues, là, ce n'est pas la peine, il faut déclarer automatiquement. Voilà. Si vous permettez, tout d'abord, j'adore le sport anti-poison. Parce que vous êtes des gens très sérieux. Et je suis très content de collaborer avec vous parce que je vous appelle fréquemment. Surtout quand j'ai des produits bizarres. Récemment, j'ai eu un enfant intoxiqué au jaune. Qu'est-ce que vous voulez que je sache? Le jaune et ses effets secondaires à grande dose. Et alhamdoulilah, vous m'avez répondu. Deuxième point, ce sont les intoxications au sein d'une structure hospitalière. Alors, je m'appelle, donc tout à l'heure, j'ai parlé d'une injection accidentelle d'adrénaline qui a exposé l'enfant à une tachycardie ventriculaire, heureusement réversible, parce que l'ampoule de l'adrénaline ressemble à l'ampoule de Furilan, l'Azilix. Et ça pose problème. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, on a pris l'adrénaline, on l'a cachée, pas que qu'elle soit, elle est cachée. Voilà. Deuxième accident qu'on a eu, c'est une erreur entre l'esméran, qui est un curare, et la céphazoline, qui est un antibiotique. Tous les deux médicaments se trouvaient dans le frigidaire de la réanimation. Ils sont tous les deux blancs et verts. Et l'infirmière a pris, elle a injecté le curare. Heureusement que j'étais à côté. Donc je suis parti, j'ai intubé l'enfant rapidement, etc. L'enfant a récupéré. Et bien sûr, elle m'a rien dit. Bien sûr, en faisant Colombo, dans la poubelle, j'ai trouvé l'ampoule de l'esméran. Et ça s'est passé, pour les deux accidents, ça s'est passé, à la fin de la journée. C'est-à-dire que l'infirmière du matin, c'est à 13h55. Et l'autre, c'est à 19h55, et en fin de journée, fin de matinée, peut-être que c'est la fatigue, etc., la surcharge. Troisième point sur lequel je voudrais insister, ce sont l'étiquetage des seringues. Quand vous injectez du Dobutrex, la noradrénaline, l'insuline, ou je ne sais pas, n'importe quel produit à la seringue, vous insistez auprès de l'infirmière pour qu'elle soit, la seringue, étiquetée. Sinon, l'erreur peut être fatale, parce qu'elle peut faire un petit boulus. Et deuxièmement, par exemple, vous mettez un truc à la autopousseuse, vous mettez un CC-heure, vous écrivez bien le CC1 CC-heure. Parce qu'elle peut prendre 1 et l'infirmière de la nuit met 10. Vous imaginez, il faut vous passer de l'insuline. Donc vous mettez 1 et loin, vous mettez CC loin. Hein, petit et c'est clair, bien écrit, il faut bien écrire. Hein, et la dilution bien écrite. D'accord. Quatrième point sur lequel je voudrais insister, c'est le paracétamol. Récemment, on a eu une tentative de suicide au paracétamol. Et malheureusement, le N-acétylcystéine en injectable n'existe pas. Alors qu'il y a quelque temps, j'avais envoyé quelqu'un à Rabat, il existait. Est-ce qu'il y a une rupture de stock ou qu'est-ce qui se passe? Là, pour le paracétamol, je vais me renseigner. Parce que moi, je travaille surtout dans la pharmacovigilance. Mais je vais me renseigner et je reviens vers vous. Par rapport aux cas que vous avez évoqués, ils sont très intéressants. Alors, il faut nous les déclarer. Donc là, il faut nous prendre les photos des deux ampoules, voilà, et dire ce qui s'est passé. C'est-à-dire, nous, on reçoit même les déclarations sur WhatsApp. C'est-à-dire que, moi, là, j'ai mis tout ce qui est pédiatrie, mais là, ça fait 2 jours que j'ai eu 2 médicaments qui se ressemblent. Le professionnel de santé, au lieu de donner
3 boîtes du même médicament, il a donné 2 et l'autre qui est reçu. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en photo et déclarer. Comme ça, nous, ce qu'on compte faire, c'est qu'on veut créer à la marge de cette journée mondiale de la sécurité du patient, on veut créer un groupe de travail sur les erreurs médicamenteuses. Et parmi les problèmes qui sont récurrents, c'est le problème des injectables, des ampoules. Et ce qu'on veut faire, c'est attirer l'attention des industriels pour qu'ils changent, pour qu'il y ait des codes couleurs, parce que ça se fait au niveau international, mais nous, on ne l'a pas encore. Donc ce qu'on demande aux professionnels de santé, parce que quand on va vers la direction du médicament de la pharmacie et les industriels, donc si on n'a pas les cas, voilà, plus on a des déclarations, ils ne sont pas déclarés. Je sais qu'il y a des cas, c'est-à-dire si ce n'est pas déclaré, on a du mal à mettre de la pression. Donc s'il vous plaît, quand vous avez des choses comme ça, prendre une photo, vous avez mon mail, je peux donner mon numéro de téléphone, il n'y a pas de souci. Donc une photo envoyée et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte et on veut, d'ailleurs la première problématique dont on va parler dans ce groupe, c'est les injectables. Donc s'il vous plaît, envoyez-nous, ça va nous aider. C'est juste très simple. Donc les centres régionaux, qu'est-ce qu'ils font? Les centres régionaux de pharmacovigilance, ils font un peu le même travail que nous. Oh, c'est ça. Donc on sait Alors pas où ils se trouvent. maintenant, on a surtout au niveau des CHU. Au niveau des CHU, on a des responsables, des professeurs en pharmacologie qui viennent chez nous, qui sont formés à la pharmacovigilance et qui travaillent au niveau régional. On a en principe des hôpitaux, on a des correspondants de pharmacovigilance, mais c'est un petit peu... Il y a des fois, quand c'est des gens qui sont motivés, qui sont très dynamiques, bon, ils travaillent. Ceux qui sont un petit peu... ils ne vont pas faire d'efforts. Mais on a vraiment maintenant beaucoup de correspondants. On a à Fès, à Casa, à Tanger, à Agadir, qui travaillent sur la pharmacovigilance. Donc si vous êtes dans une région et on peut vous connecter là à la personne la plus proche, autrement, vous pouvez... Nous, on est là. C'est-à-dire que nous, c'est le... C'est vrai, c'est pour ça que maintenant, de plus en plus, on va vers les centres régionaux au niveau des CHU, mais au niveau des hôpitaux aussi. Donc on fait beaucoup de formations dans ce sens pour essayer de déléguer aux autres. Et nous, on collecte un peu tout ce qui se passe au niveau national. Merci. La pause café, on va la réduire à 15 minutes. 15 minutes, parce que... Président, salam alaikum. Donc, je suis très content d'être avec vous. Donc, je remercie l'association des pédiatres d'El Jadida de m'en faire revenir à El Jadida et de me rapprocher de mes origines. Je suis originaire de Walidia, c'est juste à côté. Donc, merci pour la confiance aussi. Parce que je crois que l'année dernière, j'étais, je crois, avec vous, avec vous, voilà. C'était l'année aussi, c'est bien. Alors, Mme Sraoui vous a annoncé la mauvaise nouvelle. Donc, voilà, je tiens beaucoup à pas à faire lire aux gens de l'ancêtre du New England, mais moi, je ne parle pas comme ça de choses classiques. Je suis obligé de vous montrer la science et vous allez nous supporter pendant 20 minutes. Je vais vous montrer, bien sûr, chaque fois que je veux dire quelque chose, je vais probablement vous montrer des études. Je vous demande juste un peu de patience. Alors, pourquoi on va parler de la... Bien sûr, moi, je vais vous parler, bien sûr, de la grippe, hein, plus que de l'enfant, parce que vous êtes des pédiatres, donc vous connaissez mieux que l'enfant que moi. Mais je vais vous parler essentiellement de la grippe, mais on va essayer, bien sûr, d'appliquer chez l'enfant. Pourquoi on va parler de la prévention de la grippe chez l'enfant? Parce que c'est un problème réel. Alors, c'est un problème réel, donc quand vous voyez, par exemple, ici, en une année, en 2014, 870 000 enfants âgés de moins de 5 ans sont hospitalisés. Pas par exemple la grippe, ont été hospitalisés pour une grippe. Donc c'est un problème qui est réel. Deuxièmement, Nair, dans une méta-analyse qu'elle avait publiée il y a longtemps, en 2011, on retrouve l'ancêtre, on va faire allusion de Sraoui. Donc entre 28 000 et 100 000 décès des enfants sont attribués, des enfants de moins de 5 ans, sont attribués à une grippe. Donc, dans ces deux études, il y a deux choses qui sont très importantes. C'est que, quelque chose que vous connaissez tous, la grippe est plus fréquente chez l'enfant que chez l'adulte,
Deuxièmement, le problème de la grippe se pose particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans. Chez les enfants qui ont plus ou moins de 5 ans en général, il y a moins de problèmes. On va revenir à cela peut-être par la suite. Alors, vous connaissez la grippe mieux que moi. C'est une infection respiratoire, donc c'est un virus qui rentre dans l'arbre trachéo bronchique, il va l'inflammer, et il ne va pas se contenter de l'inflammer, il peut entraîner premièrement des catastrophes parce qu'il fait le lit à d'autres infections, notamment des surinfections par des pneumocoques ou par des staphylocoques, et puis d'autre côté, ça peut entraîner des formes graves. Alors, la particularité de l'enfant dans toute cette histoire, c'est que l'enfant, il n'est pas seulement victime, c'est-à-dire qu'il ne va pas tomber malade, mais il est aussi responsable. C'est-à-dire que, contrairement à l'adulte, quand un enfant a la grippe, il va disséminer plus que l'adulte la grippe. Pour une simple raison que la période de portage chez les enfants, elle est plus longue. Là, vous voyez ce qui est en rouge, c'est les personnes âgées. Vous avez une période asymptomatique 4 jours. Et les enfants, vous voyez, en termes de charge virale, après, donc, ce qui est en bleu, jusqu'à 10 jours. Et chez les enfants immunodéprimés, ça peut persister jusqu'à 21 jours. Donc un enfant en général, il est plus contaminateur qu'un adulte. C'est la deuxième notion. Alors la troisième notion qui est très importante, c'est pourquoi on parlait de la prévention, c'est que l'enfant est dans un milieu spécial, entre sa famille, les crèches, les classes, les espaces de jeu, etc., et même dans le cabinet de pédiatre, les structures de soins. Et par conséquent, donc, quand il a la grippe, il va disséminer les virus dans tous ces éléments. En sachant que, bien sûr, on est tous là devant un enfant et on a tendance à plus toucher l'enfant, l'embrasser et tout. Donc on fait moins attention à s'approcher d'un enfant qui a la grippe qu'un adulte qui a la grippe. Quand on a la grippe, donc on ne le salue pas, bonjour, bonjour. Quand on a un joli enfant, en général, on l'embrasse, on ne demande pas ce que tu as la grippe. Alors ça a été démontré justement il y a longtemps, hein, donc ces études par exemple donc là qu'ils avaient montré que par exemple chez les enfants de moins de 15 ans qui naissaient aux États-Unis, donc vous avez par exemple le nombre en hospitalisation, donc vous voyez 10 000 par 10 000 personnes, donc ça varie entre 500 à peu près jusqu'à 22. C'est un chiffre qui est très important en fonction de l'âge. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand l'enfant est très petit, moins de 6 mois, il fait plus de grippe, mais surtout fait plus de grippe sévère, c'est-à-dire il est plus hospitalisé. Et plus il vieillit, c'est-à-dire plus il avance dans l'âge en quelque sorte, il est moins hospitalisé. Vous voyez, donc ça, voilà. Il y a le creux aussi, les résultats crus, la même chose. Alors la deuxième étude, vous voyez, donc si on veut la rattacher à ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport à moins de 5 ans, vous voyez, en termes de mortalité, par 100 000 habitants, vous voyez que plus de 65 ans, mais c'est connu, c'est pourquoi on vaccine toutes les personnes qui ont plus de 65 ans, et moins de 5 ans, mais quand même, comparativement avec le reste, donc, ici par exemple, quand on compare plus de 5 ans jusqu'à 54 ans, c'est 1,6 décès par 100 000, et moins de 5 ans, c'est 2,7, c'est le double. Donc, en résumé, jusqu'à maintenant, on a dit 3 choses. Premièrement, la grippe est plus fréquente chez l'enfant. Deuxièmement, la grippe chez l'enfant, donc, c'est une source de contagion. Troisièmement, la grippe tue plus les enfants qui ont moins de 5 ans. Alors, après, moi, je viens de le dire, donc ça, c'est la même chose, donc, sauf que là se pose un autre problème, c'est que l'enfant, il évolue avec les adultes. Et c'est lui qui va contaminer souvent les adultes. Pourquoi? Parce que ça a été démontré, parce que quand la grippe arrive, ce sont les enfants qui commencent par faire la grippe. Puis après, ce sont les adultes. Vous trouvez dans cette étude américaine, vous voyez donc à Houston, donc vous voyez qu'au début, donc vous avez l'absentéisme scolaire qui va commencer, et après, ça va venir après l'absentéisme industriel. Ça veut dire que c'est les enfants qui vont tomber malades, puis après, ce sont les adultes qui vont tomber malades. La même chose pour les pneumonies, mais ça, c'est les pneumonies, je crois que vous en discutez l'année dernière. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de problèmes? Par exemple, juste l'absentéisme chez les enfants. Donc, vous voyez, par exemple, ici,
c'est une étude qui a été faite en Finlande, donc on revient en Europe. Par exemple, ici, par exemple, il y a, quand on voit le nombre d'absences, par exemple, moins de 3 ans jusqu'à 13 mois, donc les absents, donc on a à peu près la même chose. La durée de l'absence, donc vous voyez quand même, elle est plus importante, moins de 3 ans et 6 ans, et plus l'enfant grandit et moins il est absent. Et ça, vous comprenez pourquoi, parce que les enfants qui sont moins de 3 ans, en général, ils font des grippes plus sévères, donc ils sont obligés d'être hospitalisés, ou ils vont être chez eux parce qu'ils ne peuvent pas. Après, donc, il y a un impact aussi socio-économique. L'impact socio-économique est très important. Donc, cette étude qui est sur 3419 enfants de moins de 14 ans montre ce que je viens de dire. En termes d'hospitalisation, donc, on l'a déjà dit, donc, pour les parents. Donc, là, vous voyez, pour les... Et puis, aussi pour les absences générées par l'absence des parents, qui doivent rester à côté des enfants, doivent accompagner les enfants dans les cabinets de pédiatrie. Donc, ce qui fait, il y a un coût direct, puis bien sûr, au terme de maladie, mais un coût indirect du fait de l'absentéisme des parents. Alors, en résumé, la grippe, donc, pose beaucoup de problèmes d'ordre épidémiologique, on vient de les voir, on va revenir peut-être à certains problèmes par la suite, mais pose aussi des problèmes cliniques. Par exemple, la sensibilité du diagnostic est de moins de 40%. Pourquoi? Parce que la grippe chez l'enfant est souvent asymptomatique, atypique. Pas asymptomatique, mais atypique. Atypique pourquoi? Parce qu'il est parfois légère et on risque de la confondre avec d'autres virus. D'accord? Et puis, deuxième particularité, le virus de type B. Vous vous rappelez ce qu'on vous a dit dans la grippe, il y a le A, le B et le C. Le C, on ne parle pas parce que ça ne donne pas d'épidémie. Le A, c'est le plus fréquent donc, chez l'adulte. Et chez l'enfant, on a beaucoup de B. Surtout les enfants entre 5 ans et 15 ans. Et là, on va voir une conséquence très importante sur le vaccin qui est en train de changer dans le monde. Et probablement même au Maroc, à partir de l'année prochaine, donc 2 ans, on ne va plus utiliser le vaccin qu'on utilise maintenant, ce qu'on appelle le trivalent, mais on va utiliser un vaccin quadrivalent. Il y a 4 valences, et la 4e, c'est justement le B. Troisième chose, chez les enfants, en plus du fait qu'il a beaucoup de types de B, il a des myosites qui sont dus au virus de type B. Et ça c'est très important pour vous en termes de réflexe. Quand un enfant a une grippe, il a une myosite, donc vous dites que c'est un B. C'est plus un B qu'un B. Et puis la dernière chose, ça vous l'avez vécu tous dans vos cabinets, donc ils font plus de surinfection bactérienne, type otite bactérien secondaire, soit pneumocoque, soit Marxella catarrhalis. Alors, je reviens donc aux complications de la grippe. Donc ça, c'est le travail que j'ai montré tout à l'heure, mais là, c'est en termes de complications. Donc, vous voyez, donc, vous connaissez donc, essentiellement l'otite moyenne aiguë, suivi par la pneumonie, mais aussi la sinusite, et surtout, traitement antibiotique. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est l'intérêt de cette diapositive. Ça veut dire que la grippe chez l'enfant, souvent, on est obligé par la suite de traiter par des antibiotiques. Et moi, je ne veux pas que vous utilisez des antibiotiques. Je suis infectiologue, par définition, je dois vous dire. Moi, je suis arrivé à un âge où je dis maintenant, utilisez moins d'antibiotiques. Parce que plus on utilise d'antibiotiques, même qui sont indiqués, et plus on crée de la résistance. Voilà. Et malheureusement, on n'a pas trouvé encore de moyens, à part la vaccination. La vaccination, c'est le meilleur moyen pour ne pas utiliser des antibiotiques. On va rediscuter ça après. Après, donc, dans les complications, il y a des complications, peut-être que vous ne voyez pas beaucoup, mais qui sont réelles. La grippe donne une encéphalite. Et là, je vais vous montrer les encéphalites chez les enfants, par exemple, sévères de la grippe. Et vous voyez, bon, on a par exemple l'image en IRM qui est au milieu. Ah, cet enfant, il va garder d'énormes séquelles. Alors, vous l'imaginez, les séquelles qui sont vues après. D'accord? Et après, donc, est-ce que ce travail, c'est vrai, c'est un travail qui est japonais, les Japonais ont beaucoup travaillé sur cette histoire de l'encéphalite associée à la grippe. Vous voyez, donc, on les retrouve dans tous les âges, plus avec le A que le B. Ah, mais ça, c'est un autre problème.
Alors, il y a un autre travail qui vient d'être publié, 2019. Ça, c'est la revue de la Société américaine de maladies infectieuses. Et là, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'ils ont pris des enfants avec des encéphalites et se sont dit, parmi ces enfants, quelles sont les causes de ces encéphalites, les causes infectieuses. Je n'ai mis que les causes infectieuses. Et vous voyez qu'il y a les paricovirus, les entérovirus, ça vous le savez, les bactériennes, enfin, les méningoencéphalites bactériennes, et juste après, il y a la grippe, l'influenza. Donc, c'est quelque chose de réel, c'est pas quelque chose d'inventé. Voilà, donc ça, c'est toujours la même chose. Donc, c'est les encéphalites. C'est-à-dire que, et là, par rapport, là, vous retrouvez la même chose, donc l'influenza, d'accord? Voilà. Juste après les entérovirus, les paricovirus et les infections bactériennes. C'est toujours le même travail. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, quand l'enfant fait la grippe, le virus de la grippe, il va abîmer le tapis mucociliaire de l'enfant, et l'enfant va bien sûr être surinfecté, soit par un pneumocoque, qui fait à ce moment-là une pneumonie, et ce qui est encore plus grave, c'est vrai que c'est plus rare, c'est d'être surinfecté par un staphylocoque. Et c'est de la chaîne, est-ce qu'on est dans la même promotion, presque dans la même promotion, peut-être que je suis même vieux. Il se rappelle très bien, parce que les jeunes, vous ne voyez pas beaucoup de staphylococcus pleuropulmonaire maintenant. Mais nous, on se rappelle, c'était une catastrophe, le staphylococcus pleuropulmonaire. Les gens qui sont de mon âge, et même peut-être après, 10 ans après, vraiment, avoir un enfant avec staphylococcus pulmonaire, c'est vraiment la bête noire. C'est vraiment une bête noire. Donc là, vous imaginez, donc là, c'est un travail qui est relativement récent, pas relativement récent, il y a 10 ans. Donc vous voyez donc les enfants qui ont une grippe et qui ont une staphylococcie en même temps, d'accord? Et là, ça pose un énorme problème. Alors maintenant, le réflexe, c'est quoi ici? Le réflexe, c'est que quand vous voyez par exemple, qu'est-ce qui se passe? Et la chose la plus importante, c'est ça en fait. C'est les globules blancs. Quand vous avez un enfant qui fait une grippe seule, 8000. Vous avez un enfant qui fait une grippe avec staphylococcie, c'est 18 000. Un enfant qui fait ça, 12 000. Donc, ça veut dire que quand vous avez un enfant qui a fait une grippe et après la fièvre persiste et après vous contrôlez vos globules blancs, vont être très élevés, surtout 18 000, 19 000, etc. La question qu'il faut se poser, est-ce qu'il n'est pas en train de faire une staphylococcie? C'est-à-dire qu'il n'est pas surinfecté par un staphylocoque. Quand vous n'avez pas d'image typique, bien sûr, de pneumonie. Alors, les images typiques de pneumonie, donc vous voyez ici, c'est pas vraiment, ne permettent pas vraiment de trancher, parce que là, anomalie de la radio de thorax, vous voyez en grippe seule 21, et ici, en général 6, donc c'est pas 86%, d'accord, et 106, 68%, donc c'est pas vraiment très discriminatif. Mais quand vous avez le tableau typique, bien sûr, c'est